La princesse et les 7 chevaliers. Il y a très très longtemps, vivaient dans un coin retiré de Russie un tsar et une tsarine. Tous deux s'aimaient tendrement. Ils habitaient un extraordinaire château de pierre blanche et aucun nuage ne venait assombrir leur bonheur. Le magnifique château blanc était construit sur une petite île située juste au milieu d'un fleuve. Pour l'atteindre, il fallait traverser un étroit pont-levis que l'on relevait chaque soir au coucher du soleil. Le fleuve coulait gaiement à travers les champs avant de disparaître dans le lointain parmi les grands arbres touffus d'une sombre forêt. L'hiver, la glace qui paralysait le cours d'eau brillait comme un miroir. Et l'été, le soleil lui donnait la pureté du cristal. Quand la douce tsarine montait à la plus haute des tours de son château pour contempler le paysage, elle se sentait émue jusqu'aux larmes devant tant de magique beauté. Elle adorait ce pays où elle avait choisi de s'installer avec son très cher époux. Mais parfois, un grand frisson la parcourait, car elle se disait qu'un tel bonheur ne pouvait être éternel. Un triste jour, en effet, ce sombre pressentiment se vérifia. Le pays fut en guerre et le tsar, bien à contre-cœur, dut partir au combat à la tête de son armée. Sans hésiter, il s'équipa, sauta sur son cheval et fila vers la capitale en laissant son épouse anéantie. Les jours et les semaines passèrent. Tous les soirs, pendant des heures, la tsarine guettait le retour de son époux devant sa fenêtre. Mais les alentours restaient désespérément déserts et nul messager ne venait jamais apporter de nouvelles du tsar. Le printemps fit refleurir dans le jardin des fleurs de toutes les couleurs, mais la tsarine ne les voyait pas. Ensuite, l'été reverdit, et dans les parterres, les tournesols se mirent à suivre le soleil de leurs grands yeux bruns. Mais la tsarine, tout à son chagrin, n'eut pas le moindre regard pour eux. Puis vint l'automne avec ses folles tempêtes, qui arrachaient les feuilles des arbres pour en couvrir la terre d'un beau manteau rose. Devant sa fenêtre, la tsarine scrutait toujours l'horizon. Et il ne lui fallut pas attendre bien longtemps avant que les premières gelées ne dessinent des étoiles d'argent sur les vitres. Cependant, au cœur de la première nuit d'hiver, alors qu'une épaisse couche de neige recouvrait tout le paysage d'un grand manteau blanc, dans le château endormi, un nouveau-né poussa son tout premier cri. L'épouse du tsar venait de mettre au monde son premier enfant, une petite fille aux yeux plus bleus qu'un ciel d'été et aux cheveux plus dorés que les blés avant la moisson. « Ma jolie petite fille de l'hiver », lui murmurait tendrement la tsarine, « qui nous dira si tu es encore un père ?» Hélas, son pauvre cœur affaibli ne put supporter la douleur qu'une telle pensée suscita. Et quand les premiers rayons d'un pâle soleil entrèrent par la fenêtre de la chambre, ils vinrent se poser sur le doux visage baigné d'une infinie tristesse de la tsarine morte. Ce matin-là, le glas emplit d'un son lugubre les salles désertées du château. Et le pont-levis grinça sinistrement sous la cavalcade des messagers envoyés pour annoncer l'affreuse nouvelle au tsar. Lorsqu'il apprit la mort de sa chère épouse, ce dernier sauta sur son cheval et sans s'octroyer le moindre répit, il rentra au galop. Les sabots de son cheval firent voler des étincelles sur le sol gelé de la steppe et 1000 flocons de neige s'accrochèrent à ses lourds habits. Mais lorsqu'il arriva enfin chez lui, sa tendre épouse était déjà enterrée. Et le temps passa. La petite princesse aux boucles d'or devint une belle jeune fille. Et de très loin, les prétendants se mirent à affluer pour demander sa main. Le plus courageux d'entre eux, le prince Sergueï, en tomba éperdument amoureux. Puis il conquit à son tour le cœur de la très jolie princesse. Un jour, le tsar décida de se remarier. La nouvelle tsarine était vraiment d'une extraordinaire beauté que venait hélas gâcher un orgueil démesuré. Un matin, la belle souveraine se glissa discrètement dans une petite pièce cachée tout en haut d'une des tours du château. Elle se dirigea droit vers un miroir d'argent camouflé derrière un rideau de velours noir et comme elle l'avait déjà fait maintes fois, elle interrogea d'une voix anxieuse. « Miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus belle ?» Contrairement aux autres fois,
où il ne cessait de lui répéter que c'était elle la plus belle, le miroir eut ce matin-là une réaction à laquelle l'orgueilleuse ne s'attendait pas du tout. Il se ternit d'un voile blafard. Puis, tandis que le ciel se zébrait soudain d'éclairs aveuglants, sa voix glaciale résonna sinistrement dans la pièce. La plus belle à tous les égards est désormais la fille du tsar. À ces mots, la tsarine poussa un cri strident. Affolée, Dorina, sa femme de chambre, se précipita. « Cours immédiatement chercher la princesse !» hurla la marâtre. « Emmène-la au plus profond des bois et attache-la à un arbre. Les loups se chargeront d'elle cette nuit. » La servante supplia sa maîtresse de ne pas faire preuve d'une telle cruauté, mais blessée à mort dans son amour-propre, la tsarine ne se laissa pas fléchir. Celle qui osait se montrer plus belle qu'elle devait périr la nuit même. Réprimant ses larmes avec difficulté, Dorina suggéra d'une voix tremblante à la jeune princesse. « Le pré est plein de fleurs, princesse. Allons donc tresser des couronnes. » La princesse accepta avec plaisir et les deux jeunes filles sortirent. Tout en cueillant des pâquerettes, elles parvinrent à la lisière de la forêt. Le soir tombait déjà et de grosses larmes roulaient sur les joues de Dorina. « Mais pourquoi pleures-tu, Dorina » s'étonna la princesse. En sanglotant, la malheureuse avoua alors tout à sa compagne. « Oh, je t'en supplie, Dorina » gémit cette dernière. « Je parviendrai bien à me débrouiller seule dans la forêt, mais ne m'attache pas à un arbre, s'il te plaît. » La femme de chambre eut pitié de la fille du tsar. Et de retour au château, elle alla expliquer à sa maîtresse que la jeune princesse en jouant s'était perdue dans les bois et qu'à l'heure qu'il était, les loups devaient déjà l'avoir dévorée. En fait, pendant des heures, la pauvre princesse avait erré dans la forêt jusqu'à ce qu'elle aperçoive dans le lointain une faible lueur. En se guidant sur elle, elle finit par découvrir une petite chaumière éclairée par une lanterne. La jeune fille hésita. Qui pouvait bien vivre là ? Finalement, prenant son courage à deux mains, elle frappa à la porte, mais personne ne vint. Elle essaya encore, sans obtenir de réponse. La princesse frissonna. Allait-elle devoir passer la nuit dehors ? Transie, elle poussa la porte qui céda avec un craquement lugubre. À l'intérieur de la maisonnette, tout semblait dormir. Les braises du foyer étouffaient lentement sous une épaisse couche de cendres, et la lune baignait d'une pâle lumière une longue table de bois dressée pour 7. « Les occupants de cette maison vont bientôt rentrer, se dit la princesse en voyant la table ainsi mise. Mais ils n'auront guère chaud. » Elle se mit donc à ranimer le feu et très vite une chaleur bienfaisante se répandit dans la pièce. « Quel désordre !» s'exclama alors la jeune fille en regardant autour d'elle. Elle rangea le tout du mieux qu'elle put, puis contempla les lieux d'un regard satisfait. « Il y a du progrès !» apprécia-t-elle gaiement. Après un bâillement sonore, elle s'avisa soudain qu'elle était vraiment très fatiguée. C'est alors qu'elle aperçut dans un coin de la pièce un escalier. Quelque peu inquiète, elle en gravit les marches qui menaient à un petit grenier. Sur le plancher, elle découvrit un large matelas de paille. Elle s'y étendit et sombra sans tarder dans un profond sommeil. Elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi lorsqu'elle fut éveillée en sursaut par un bruit de pas. Affolée, elle retint sa respiration. Elle était prise d'une angoisse folle qui la paralysait un instant. Mais il fallait qu'elle fuie, tout de suite. Hélas, au moment où, tremblant comme une feuille, elle ouvrait la porte du grenier, elle aperçut 7 magnifiques chevaliers qui la contemplaient d'un œil étonné. Trop tard, pensa la princesse avec désespoir. Que vont-ils me faire ? Ses jambes la soutenant à peine, elle esquissa un pas vers l'arrière tout en murmurant d'une toute petite voix. « Je vous en prie, noble chevalier, ne m'en veuillez pas d'avoir franchi votre seuil sans y être invité. » Et elle leur expliqua. « Je m'étais égarée dans la forêt et, par peur des loups, j'ai pénétré dans votre demeure. Comme il n'y avait personne, je n'ai pas pu demander la permission d'entrer. Mais ne craignez rien, je ne vous encombrerai pas plus longtemps, je vais repartir. » Les 7 chevaliers avaient écouté ce discours avec le plus grand intérêt. « Et pourquoi donc partiriez-vous, jeune dame » demanda l'un d'eux. « Nous ne vous ferons aucun mal. »« Les bois sont trop dangereux la nuit » poursuivit le second. « Nous ne vous y renverrons certes pas. »« Au contraire, il faut rester avec nous » ajouta le troisième.
Vous pourriez vous occuper de la maison quand nous sommes absents. Vous seriez notre petite sœur, lui proposa le quatrième. Du coup, le joli visage de la jeune princesse rayonna. Volontiers, s'exclama-t-elle en battant des mains. Et c'est ainsi que la fille du tsar s'installa dans la chaumière des 7 chevaliers. Elle balaya et épousseta jusqu'à ce que tout brille. Elle fit la vaisselle et la cuisine et s'occupa du feu. Elle alla cueillir des fleurs dans les bois, joua avec les écureuils et chanta avec les oiseaux. Elle se sentait alors parfaitement heureuse. Mais quand elle songeait au prince Sergueï ou à son père dans son beau château blanc, le sommeil refusait de l'apaiser. Et le matin, elle se levait le cœur rempli d'une très grande tristesse. Pendant ce temps, la tsarine menait une existence tranquille que ne troublait aucun remords. Elle était convaincue que sa rivale ne reviendrait plus jamais. Elle était de nouveau la plus belle, se disait-elle, une lueur inquiétante au fond des prunelles et une grimace cruelle sur les lèvres. Un jour, elle décida tout de même d'interroger à tout hasard son miroir magique. Elle grimpa furtivement dans la tour, pénétra dans la petite pièce sans faire de bruit, puis d'un geste brusque, écarta la tenture noire qui cachait l'objet diabolique. « Miroir, miroir, dis-moi laquelle est la plus belle ?» interrogea la tsarine. Dans le jardin, les oiseaux soudain se turent, tandis que le soleil se voilait la face. À ces signes, la méchante femme fut parcourue d'un long frisson. Tout à coup, elle n'était plus aussi sûre de vouloir entendre la réponse du miroir. Ses craintes, en effet, se vérifièrent, car ce dernier articula distinctement « La plus belle à tous les égards reste toujours la fille du tsar, bien à l'abri dans le chalet des chevaliers de la forêt. » Et la tsarine eut l'impression que le miroir se retenait de ricaner. Alors, les yeux de la souveraine lancèrent véritablement des flammes. Elle frappa des pieds en proférant les pires malédictions. La plus belle femme de l'Empire s'était transformée en une horrible sorcière. « Comment est-ce possible ?» gronda la tsarine. « Personne ne peut survivre une nuit dans la forêt. Si l'on n'y est pas dévoré par les loups, on y meurt en tout cas de peur !» Effondrée, la mégère se laissa tomber sur une chaise qui traînait dans un coin de la pièce. Puis, elle se mit à réfléchir froidement. « Il doit bien y avoir une explication, s'obstina-t-elle. Quelqu'un lui a conféré des pouvoirs magiques, ou bien elle a rencontré une sorcière qui l'a prise sous sa protection. » La nuit était tombée quand la tsarine quitta la chambre de la tour. En tendant bien l'oreille, on pouvait l'entendre marmonner. « Cette fois, elle ne m'échappera pas. J'y veillerai personnellement. » Les corbeaux perchés sur les tours et sur les corniches du château se mirent à croasser sinistrement. Et dans la lumière du soleil couchant, le château tout entier sembla soudain la proie des flammes. Le lendemain, à l'aube, une très vieille femme franchit discrètement le pont-levis. « Bon matin, la vieille !» lui lança le garde, la prenant par erreur pour l'une des maraîchères de la petite ville voisine venue la veille livrer des légumes aux cuisines. Parfois, en effet, lorsqu'il faisait mauvais, ces paysannes passaient la nuit au château. « L'humeur n'est guère brillante ce matin, » poursuivit-il, tandis que la vieille passait sans dire un mot. « Tu pourras au moins me saluer, » ajouta le garde vexé. Puis, dégoûté par tant de mauvaise volonté, il se mit à faire sa ronde tout en bougonnant. La vieille femme était déjà loin. Elle suivait rapidement le sentier qui serpentait le long de la rivière et menait directement à la forêt. « Non, cette fois, elle ne m'échappera pas, » répétait-elle. Et sa voix ressemblait étrangement à celle de la méchante tsarine. Quelques heures plus tard, alors que le soleil se trouvait déjà bien haut au-dessus de l'horizon et commençait à dissiper les dernières brumes matinales, la vieille se présenta à la barrière de la chaumière habitée par les 7 chevaliers. « Enfin !» siffla-t-elle entre ses dents, tout en vérifiant si le voile qu'elle portait dissimulait bien son visage. Mais à peine eut-elle posé la main sur la barrière pour tenter de l'ouvrir, qu'un redoutable chien se précipita sur elle en aboyant sauvagement. La vieille fit un bond en arrière. L'animal grondait tout en montrant de terribles crocs et ses yeux brillaient d'une haine farouche. « Va-t'en !» s'écria la vieille. « Tire-toi de là, sale bête !» Et le chien ne bougea pas d'un poil et ne montra pas la moindre intention de quitter son poste. Au contraire, il fixait l'intruse d'un air très menaçant, tout en aboyant de plus en plus fort. « Sokolka !» cria alors une voix de l'intérieur. « Veux-tu bien venir ici ?»
Mais le chien continua à surveiller la vieille. On aurait dit qu'il sentait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. « Mais que se passe-t-il, Sokolka » s'impatienta la voix. « Pourquoi aboies-tu ainsi ?» La porte de la maisonnette s'ouvrit. La jeune princesse apparut sur le seuil et considéra avec étonnement le manège insolite du chien qui poussait de petits jappements en courant vers elle, puis se retournait vers la visiteuse en donnant de la voix de plus belle. « Mais Sokolka » commença-t-elle étonnée. À ce moment, elle aperçut la vieille femme. « Oh, c'est donc pour cela que tu te démènes si fort » fit-elle la voix pleine de tendres reproches. Cependant, le chien s'était assis devant elle comme pour la protéger. « Allons, tais-toi » s'exclama-t-elle, « ce n'est qu'une pauvre vieille !» Le chien poussa un gémissement navré devant l'incompréhension de sa maîtresse. « Que désirez-vous, grand-mère » demanda la princesse à l'étrangère. « Puis-je vous aider ?» Et en même temps, elle se demandait d'où pouvait bien venir cette femme, car jamais personne n'osait s'aventurer dans cette partie de la forêt. Cependant, la visiteuse avait sorti quelque chose de son sac. « Non, ma jolie, » répondit-elle d'un ton suave, « je n'ai besoin de rien, mais je viens au contraire t'apporter quelque chose. » Et elle tendit à la jeune fille une jolie pomme vermeille. « Regarde cette belle pomme, dit-elle. Elle est toute juteuse et bien croquante. Goûte-la donc. » Mais quand elle voulut donner le fruit à la princesse, le chien se jeta sur sa main en montrant les dents. La vieille alors lança la pomme en l'air et la jeune fille la rattrapa de justesse. « Merci, grand-mère, remercia-t-elle. Vous venez sûrement de très loin. Ne voulez-vous pas entrer vous reposer un peu ?» Mais la fausse vieille femme avait déjà tourné le dos en ricanant. « Ha ha ha! Voilà une bonne chose de faite. »« Madame !» cria encore la princesse. Mais la vieille ne se retourna pas. Elle reprit le sentier qui menait au château. « Quelle drôle de femme !» pensa la jeune femme une fois qu'elle fut rentrée. « Pourtant, c'est fort gentil de sa part de m'avoir offert cette belle pomme. » La princesse hésita. Allait-elle croquer son cadeau tout de suite? Il valait mieux attendre d'avoir terminé son travail. Bien que... juste une petite bouchée. Elle mordit alors dans le fruit, avala le morceau et... s'écroula aussitôt inanimée sur le carrelage de la cuisine. Lorsque les 7 chevaliers rentrèrent ce soir-là, le chien Sokolka, couché sur le pas de la porte, gémissait à fendre l'âme. Plein d'inquiétude, les chevaliers se précipitèrent à l'intérieur de la maison et découvrirent leur princesse étendue sans vie sur le sol. « Petite sœur, réveille-toi » s'écria le plus jeune affolé. Mais la jeune fille ne bougeait plus. Sans un mot, les 7 chevaliers, désolés, s'agenouillèrent tous autour d'elle et la veillèrent toute la nuit. Au matin, ils la couchèrent dans un cercueil de cristal qu'ils emportèrent dans une grotte au plus profond de la grande forêt. Ils suspendirent le cercueil par 4 chaînes d'or, fermèrent l'entrée de la grotte au moyen d'un rocher, puis rentrèrent chez eux le cœur lourd. Cependant, le soir même où Dorina avait annoncé à sa maîtresse que la fille du tsar s'était égarée dans la forêt, le prince Sergueï avait sauté sur son cheval afin de partir à sa recherche. Pendant des jours et des semaines, il avait erré sans trêve. Au fur et à mesure qu'il avançait, il lui semblait que la forêt se refermait sur lui. Enfin, il arriva dans une clairière baignée de soleil. « Ô soleil !» supplia-t-il en tombant à genoux. « Toi qui contemples le monde entier de là-haut, n'as-tu pas vu la fille du tsar? Ses longs cheveux dorés brillent du même éclat que tes rayons. »« Désolé, mon beau prince, » répondit l'astre, « je ne l'ai pas vue. Attends plutôt la nuit, interroge la lune. » Le prince Sergueï suivit les conseils du soleil, et lorsque la lune et son cortège d'étoiles apparurent dans le ciel, il tendit les bras vers elle et s'écria « Ô belle lune, toi qui illumines les déserts les plus reculés et qui joues sur l'écume des vagues, dis, n'aurais-tu pas remarqué la fille du tsar dont la peau est aussi blanche que tes rayons ?»« Non, gentil prince, dit la lune, je ne l'ai point vue, mais galope jusqu'aux collines et adresse-toi donc au vent. » Le prince Sergueï remonta à cheval et grimpa comme une flèche sur le sommet d'une colline rocheuse battue par la bise.
Les arbres y grinçaient en fouettant l'air de leurs branches tordues, et les rares brins d'herbe qui avaient pu lui résister étaient couchés sur le sol. Le vent s'enroulait en hurlant autour des rochers et soulevait des paquets de neige qui aveuglaient le prince. « Ô vent puissant !» cria Sergueï. « Toi qui chasses à travers le ciel et te glisses aux quatre coins du monde, n'as-tu pas vu la fille du tsar ? Sa voix mélodieuse évoque le chuchotement d'une brise d'été. » Ô joie ! Le vent se mit à murmurer en tournoyant autour du prince. « Oui, joli prince, j'ai vu la fille du tsar !» Et il ajouta « Elle gît dans un cercueil de cristal suspendu par des chaînes d'or au fond d'une grotte retirée. Je l'y berce de mon souffle. » Le prince Sergueï devint plus pâle que la neige qui recouvrait le sommet de la colline. Il sauta sur son cheval et dévala la pente au galop. Arrivé devant la grotte que le vent lui avait indiquée, il repoussa le rocher qui bouchait l'entrée et pénétra à l'intérieur, le cœur battant. Atterré, il contempla sa bien-aimée, étendue dans son cercueil de pur cristal, doucement balancé par le vent devenu paisible. Puis, devant l'immobilité de la jeune fille, le prince s'effondra sous le poids d'une insurmontable douleur. « Pourquoi gardes-tu ma princesse prisonnière, joli cercueil ?» s'emporta-t-il en se laissant tomber sur le couvercle, l'épée à la main. Miracle! Sous le choc, le très fragile cercueil se brisa en 1000 éclats de cristal scintillant, et au même instant, la jolie princesse ouvrit les yeux. « Mais que m'est-il donc arrivé ?» s'inquiéta-t-elle. « Et pourquoi suis-je enfermée ici ?» Pour arrêter ses questions, le prince Sergueï posa un doigt sur ses lèvres. Il souleva ensuite son ami dans ses bras puissants et l'emporta à la lumière du jour. Puis, il installa la fille du tsar sur son cheval et tendrement enlacés, les deux amoureux galopèrent jusqu'au château de Pierre Blanche. L'orgueilleuse tsarine, qui se trouvait à sa fenêtre lorsque les beaux jeunes gens arrivèrent, grinça des dents en voyant sa rivale plus charmante et plus radieuse que jamais. Vaincue, elle se glissa furtivement par une petite porte à l'arrière du château et personne ne la revit jamais. D'un large geste, le tsar enlaça alors les deux amoureux, tandis que de grosses larmes de joie roulaient dans sa longue barbe blanche. Quelques jours plus tard, les noces du prince Sergueï et de la fille du tsar furent célébrées en grande pompe. Plus de 1000 invités se trouvaient réunis au château, autour des tables croulant sous les mets les plus raffinés et sous les vins les plus précieux. Les 7 chevaliers de la forêt, qui se considéraient désormais comme les frères de la jeune princesse, étaient bien sûr venus présenter leurs vœux de bonheur aux jeunes époux. Le vent complaisant, le soleil et plus tard la lune, qui avaient guidé le prince Sergueï vers sa bien-aimée, étaient eux aussi de la fête. Et celle-ci symbolisa le début d'une longue vie de bonheur pour la jolie fille du tsar, son très cher prince Sergueï et les nombreux enfants qui leur naquirent. L'enfant d'or et l'enfant d'argent. Dans le royaume des cieux, celui où vivent les vrais sorciers, Niamey, un grand exorciste, était le plus puissant de tous. Il savait tout faire, mais bien qu'il appréciât sa liberté dans la ferme céleste qu'il habitait, il arrivait qu'il se sente fort seul. C'est pourquoi, par un beau matin, il décida de se trouver une épouse. Mais où aller la chercher? Après avoir bien réfléchi, il estima préférable de faire venir à lui les 4 plus belles jeunes filles du royaume des cieux. À chacune d'elles, il posa la même question. « Que ferais-tu pour moi si tu avais le grand honneur de m'épouser ?» La première jeune fille s'avança vers lui. D'une beauté resplendissante, elle répondait au joli prénom d'Aroko. « Ta ferme serait toujours propre et ton ménage parfaitement tenu, dit-elle. Niamey, satisfait, fit un signe de tête approbateur. « Et toi ?» demanda-t-il à la seconde. La jeune fille eut un petit rire gêné. « Je te mijoterai de bons petits plats, dit-elle.
Le sorcier se tourna ensuite vers la troisième. « Je te tisserai des kilomètres de bon coton, » dit celle-ci. Finalement, avisant la dernière des candidates, Niamey posa encore une fois sa question. « Et toi, que ferais-tu pour moi si je t'épousais ?» Sans sourciller, la jeune fille déclara solennellement « Je t'offrirai un enfant d'or pur. » Le sorcier apprécia à sa juste valeur la réponse de la jeune fille. Un enfant d'or, vraiment, ce n'était pas là un cadeau courant, et il décida sur le champ d'épouser la future mère de cette merveille. Il donna ses instructions pour que le mariage soit célébré moins d'une semaine plus tard, et tout le royaume des cieux fut bientôt en effervescence. Seule Aroko n'était pas heureuse, car elle était terriblement jalouse de la future épouse de Niamey. Elle veilla néanmoins à ce que personne ne puisse remarquer sa déception. Elle se montra même tellement gentille et prévenante envers les nouveaux fiancés que Niamey lui proposa de devenir la dame de compagnie de l'élu. Et le temps passa. La jeune femme de Niamey s'apprêtait à mettre au monde leur premier enfant et tout était préparé pour l'arrivée du nouveau-né. Malheureusement, Niamey avait dû partir pour un long voyage et lorsque survint la naissance, il était absent. Or, sa femme lui fit don de 2 enfants au lieu d'un. Un enfant d'or, comme promis, mais aussi un enfant d'argent. Quand Aroko vit les 2 bébés, elle conçut un plan machiavélique. Profitant de ce qu'elle était seule avec la jeune mère, elle les fourra dans un grand panier, puis courut les cacher dans un arbre creux au fond des bois. Et à la place des enfants, elle mit dans les berceaux 2 crapauds qu'elle avait trouvés au bord du chemin. À son retour, lorsqu'il découvrit ses prétendus fils, le sorcier entra dans une colère terrible. Il envoya sa femme dans le coin le plus reculé du royaume et chargea un serviteur de tuer les affreux crapauds. Pendant ce temps-là, un jeune et très vaillant chasseur, qui passait tout près de l'arbre creux, avait entendu pleurer les enfants. Intrigué par la lueur éclatante qui s'est dégagée du tronc, il s'en approcha avec méfiance. Mais il ne put en croire ses yeux lorsqu'il découvrit les 2 frères au fond du panier. « Qui êtes-vous donc » s'exclama-t-il. « Et d'où venez-vous » Les enfants répondirent ensemble. « Nous sommes les 2 fils de Niamey. Voulez-vous bien nous faire sortir de cet arbre tout noir, s'il vous plaît ?» Le chasseur prit le panier et l'emporta chez lui. Malgré sa pauvreté, il éleva les enfants du sorcier en veillant à ce qu'ils ne manquent de rien. Et l'enfant d'or et son frère d'argent grandirent. Tous 2 devinrent de solides gaillards. Très habiles de leurs 20 doigts, ils effectuaient de multiples travaux pour le généreux chasseur qui les avait adoptés si affectueusement. En outre, lorsque ce dernier était dans le besoin, il lui suffisait de suivre ses fils adoptifs pour ramasser la poudre d'or et d'argent qu'il laissait derrière eux. Il pouvait alors aller à la ville acheter tout ce dont il avait besoin. De cette manière, il ne fallut pas très longtemps pour que le chasseur devienne riche. Il put alors remplacer sa misérable hutte par une grande ferme entourée de vastes terres. Un jour, le chasseur reçut un hôte. Quel ne fut pas l'étonnement de celui-ci en voyant les 2 enfants. « D'où viennent-ils » demanda le visiteur, qui avait parcouru le monde entier, mais n'avait jamais vu un pareil prodige. Le chasseur n'avait voulu raconter à personne que l'enfant d'or et l'enfant d'argent n'étaient pas à lui. Mais cette fois, il avoua sans détour ce secret qu'il avait tenu si longtemps caché. « Il faut les rapporter à leur père » s'exclama son interlocuteur à la fin du récit. Le brave chasseur réfléchit quelques instants. À vrai dire, il ne pouvait guère supporter l'idée de se séparer des enfants. Il avait tellement apprécié leur compagnie qu'il ne parvenait plus à imaginer la vie sans eux. Finalement, il poussa un très profond soupir.
Vous devez avoir raison, admit-il à contre-cœur. Je vais les ramener chez eux. Ce sera terrible pour moi, mais ils m'en voudraient un jour si je refusais de les rendre à leur père. Il appela alors les deux enfants et leur expliqua qu'ils allaient faire ensemble un long voyage. Ils étaient tout excités. Mais plus le chasseur approchait de la ferme de Niamey, plus il se sentait submergé par le désespoir à l'idée de quitter ces garçons qu'il considérait depuis toujours comme ses propres enfants et qu'il chérissait de tout son cœur. Cependant, l'enfant d'or et l'enfant d'argent n'avaient pas remarqué que leur père adoptif ne disait plus mot. Il y avait tant de choses passionnantes à découvrir en chemin. Ils gambadaient joyeusement devant le bon chasseur. Mais dès qu'ils touchèrent au but de leur voyage, celui-ci leur demanda de s'arrêter. « Attendez-moi là un instant, leur dit-il. Je vais appeler quelqu'un. » Le chasseur se dirigea alors d'un pas décidé vers la grille de la ferme et cria « Niamey! Niamey !» La voix du sorcier demanda, depuis l'intérieur de l'habitation, « Qui est là ?» Et le chasseur répondit, « C'est moi, le chasseur de la forêt. Je voudrais vous montrer quelque chose. » Niamey, cependant, n'avait pas l'air fort intéressé. « Toi ? Que pourrais-tu bien me faire découvrir? Tu te crois donc capable de m'étonner? N'oublie pas que je suis le plus grand sorcier de tout le royaume, répliqua-t-il d'un ton bourru. Mais le chasseur insista. Sortez, grand sorcier, vous ne le regretterez pas. Et il ordonna à l'enfant d'argent, vite, montre ce que tu sais faire. Dès que Niamey daigna sortir, le petit garçon d'argent exécuta quelques tours. Il marcha sur les mains, tourna à toute vitesse sur lui-même en se tenant sur une seule jambe, comme une ballerine, puis effectua des sauts de carpe. « Mais ce n'est pas tout, » ajouta le chasseur. « Écoutez ce que j'ai à vous faire entendre. » Sur un signe de son père adoptif, l'enfant d'or s'était approché et avait commencé à chanter. De sa jolie voix cristalline, il conta mélodieusement sa propre histoire. Il parla de la promesse que sa mère avait faite à son époux. Il évoqua le machiavélisme d'Arauco, qui les avait cachés, lui et son frère, dans un arbre creux. Il vanta aussi les mérites du gentil chasseur, qui vivait dans la misère, mais avait partagé avec eux le peu qu'il possédait et les avait élevés comme ses propres fils. Niamey, lui, avait désormais les yeux tout remplis de larmes, car il venait de comprendre que cet enfant d'or et son jeune frère d'argent étaient siens, et il ne parvenait pas à croire à son bonheur. Il ouvrit les bras, et ses deux enfants vinrent s'y jeter spontanément. Le chasseur était heureux. Devant la joie de Niamey, il en oubliait son propre chagrin. Chargé des beaux cadeaux que le sorcier lui avait offerts, il rentra ensuite chez lui. « Mais où est maman ?» s'étonna l'enfant d'argent en pénétrant dans la ferme. « Pourquoi n'avons-nous pas encore vu notre mère ?» insista l'enfant d'or. Honteux, le sorcier baissa la tête. « Nous allons la faire venir tout de suite !» s'empressa-t-il de répondre. Et il ordonna à ses serviteurs d'aller sans attendre chercher la malheureuse là où il l'avait reléguée. Depuis que Niamey l'avait chassée, la pauvre femme vivait, oubliée des siens, dans une misérable hutte abandonnée. Dès qu'elle arriva chez son époux, des servantes la baignèrent, puis peignèrent ses longs cheveux de jais et la vêtirent d'habits dignes d'une reine. Alors, pour la première fois, elle vit ses deux enfants. Et sa très grande beauté fut encore rehaussée par l'intense bonheur que l'on put lire au fond de ses yeux. Pour Arauco, en revanche, les choses ne se passèrent pas aussi bien. Niamey l'appela pour lui lancer un sort. D'un seul geste, il la transforma en une poule complètement stupide qu'il chassa immédiatement hors de sa basse-cour. Ainsi, elle ne risquera plus de nous ennuyer, se réjouit-il, en s'en revenant auprès de son épouse et de ses enfants. L'enfant d'or et son frère d'argent continuèrent de vivre près de leurs chers parents.
qui les aidaient à la ferme, et s'ils n'avaient rien à faire, ils allaient jouer au bord de la rivière. Parfois, en jouant, ils faisaient tomber un peu de poudre d'or ou d'argent sur la terre. Et il arrive encore aujourd'hui que quelqu'un, ici-bas, découvre quelques grains de cette poudre et devienne ainsi très, très riche.